D'une certaine manière, sa stratégie globale, c'est rendre à l'Amérique sa grandeur, ça c'est l'objectif final. En revanche, les moyens pour y parvenir, là, sont très variables en fonction quasiment du jour, quasiment des gens qui sont autour de lui, du contexte. C'est quand même quelqu'un qui nous dit que quand il va féliciter la victoire de Poutine, que les États-Unis n'ont pas à s'ingérer dans une élection étrangère, dans une vie d'un autre pays étranger. Ça, c'est vraiment une forme de souveraineté retrouvée, donc il y a une espèce de stratégie là. En revanche, c'est le même qui va critiquer le régime iranien, qui va critiquer d'autres régimes, le Venezuela par exemple, la Corée du Nord évidemment. Donc on a une politique dont on a du mal vraiment à tracer une ligne claire. C'est pour ça que c'est compliqué. Et les évolutions récentes, l'arrivée de Bolton à la place de McMaster à la tête de la sécurité nationale, renforce cette espèce d'absence de colonne vertébrale stratégique et idéologique. On était sur une espèce de modération quand même, de tempérance. Et là, on va vers un retour à des néoconservateurs qu'on croyait avoir disparu de la vie politique américaine et surtout contre lesquels Trump a été élu, puisque n'oublions jamais que Trump a été élu en dépeignant Hillary Clinton comme étant l'agent du néoconservatisme et de conflits à venir. Donc on voit vraiment, je crois que cet exemple-là montre à quel point on est sur une stratégie chaotique, pas claire et par conséquent inquiétante. C'est quasiment impossible de répondre oui à cette question, parce que même si on a l'esprit de provocation et de dire en fait si il est hyper fiable, honnêtement c'est très difficile de considérer quelqu'un de fiable quand il change d'avis aussi souvent et aussi régulièrement. Il n'y a qu'à voir, nous en tant qu'Européens, il nous déclare la guerre commerciale, ciblant des pays particulièrement, notamment l'automobile allemande, etc. Et puis au bout de quelques jours, finalement, parce qu'il y a une négociation, eh bien, l'Europe n'est plus concernée par le protectionnisme sur l'acier et l'aluminium. Cet exemple-là, ou même sur l'OTAN, outil dépassé, puis finalement déclaration d'amour envers l'OTAN, on est vraiment en permanence sur une instabilité. Alors peut-être que c'est pensé de la part de la Maison-Blanche, je ne suis pas sûr, mais on peut imaginer que ce soit une stratégie, mais le résultat pour nous, c'est qu'on ne sait absolument pas à qui on parle. C'est-à-dire qu'il y a un Donald Trump du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi. Il y a un département d'État qui n'a pas forcément la même vision que le président des États-Unis. Alors, les évolutions récentes font maintenant qu'en gros, on n'a que des yes men autour de lui, des gens qui vont lui dire oui, qui doivent tout à Donald Trump, et c'est peut-être un peu dangereux d'ailleurs, mais reste qu'on a quand même quelqu'un de très très peu fiable, dans le sens où il change d'avis régulièrement. Or, la fiabilité d'un partenaire, c'est aussi quand même sa ligne directrice. Qu'elle nous plaise ou pas, là, elle peut nous plaire, elle peut nous déplaire. Le problème, c'est qu'elle est vraiment très instable. C'est un mouvement important parce qu'on avait vraiment considéré depuis des années que les millennials, ces gens nés autour de l'an 2000, étaient véritablement une génération dépolitisée, qui était figée, fixée sur ses smartphones, sur les clips, sur la musique, etc. et qui ne s'intéressait absolument pas au monde autour d'eux, très individualiste, très égoïste même parfois. Or, ce que cette histoire montre, c'est la capacité non seulement de mobilisation de la jeunesse, de lycéens qui sont des électeurs. Aux États-Unis, on vote à 18 ans depuis 1971, donc c'est quand même un point important. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ne voteraient pas pour des candidats qui n'accentueraient pas le contrôle sur les armes à feu. Et puis plus largement, moi je pense que c'est un mouvement important parce que, un peu comme a été la guerre du Vietnam pour des jeunes Américains il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, aujourd'hui cette lutte pour le contrôle des armes à feu me semble apparaître comme le début d'une convergence de mouvements très disparates, mais de mouvements très différents, mais de rejet d'une forme de société américaine ultra-violente, avec tout ce que ça véhicule derrière comme valeur et comme image. Et donc cette jeunesse-là, dépolitisée apparemment, eh bien, elle se remobilise, elle marche sur les États-Unis, on parle de plusieurs centaines de milliers, de millions de jeunes qui vont marcher, ils ne sont peut-être pas tous d'accord, mais le simple fait que cette jeunesse-là bouge, fasse bouger les lignes, et qu'il y ait des jeunes leaders qui émergent, ça c'est quand même un signe d'optimisme pour les années à venir. Et tout de même, un sondage qui était paru pendant la présidentielle américaine, il y a plus d'un jeune Américain sur deux qui ne croit pas ou qui ne croit plus au capitalisme comme un système économique capable de réduire les inégalités.
il y a quand même là un mouvement, il y a une nouvelle génération. Alors peut-être que ces gens-là vont être aspirés par le modèle, aspirés par le système. C'est déjà arrivé par le passé, on parlait de la génération 68, ça peut être un peu le cas. Mais laissons-lui le bénéfice du doute, parce que dans un monde aussi inquiétant pour l'avenir, autour de plein de problématiques, d'instabilité, d'un désordre généralisé, de voir des jeunes se lever et demander aux politiques d'agir, c'est tout de même un chouette réconfort.